Et Jacques, il a fait partie des gens qui ont changé ma vie parce que on parle du formateur. Et moi, c'est vraiment ça que je retiens. C'est vraiment quelqu'un qui m'a fait passer de l'adolescente rebelle, parce que c'était ça, à l'animatrice responsable. Hommage à Jacques Bakouche, dit Belette, un ancien militant du DEJ, un éducateur, on va dire, qui a donné ses lettres de noblesse à l'éducation populaire. Alors on est tous ici parce qu'on a tous connu chacun un peu, voire énormément Jacques Bakouche. Il a marqué nos vies. Chacun, pour chacun c'est différent. Pour moi aussi, je suis très concernée par le sujet parce que il a été présent dans ma vie depuis de très très nombreuses années. Et c'est peut-être aussi grâce à lui qu'on est tous ici en Israël aujourd'hui. Alors, on arrête les blablatages. Il n'aimait pas tellement ça, les blablatages, Jacques Bakouche. C'était pas tellement son truc. Il m'aurait déjà fermé mon clapet, je pense. N'est-ce pas, Eric ? Alors, Eric Halimi, toi, tu as été à Marseille dans les années 80. Tu as connu Jacques, c'est comme ça que tu l'as rencontré, au DEJ ? Non, j'ai rencontré, moi, je connais Jacques depuis que je suis tout petit, parce que c'est un ami de mon père. Okay. Donc, j'entendais, quand j'étais petit, j'entendais Belette, Boulette, je faisais un peu l'amalgame. Boulette, c'était autre chose, c'était Georges Fall, qu'on avait connu aussi également. Et donc pour moi, je suis né avec ces noms d'oiseaux là. Et donc je connaissais depuis tout petit. Et puis moi, je suis arrivé dans les années 80. Je voulais passer mon BAFA, être animateur. J'ai fait des colonies avec le Centre Fleck à Marseille. Et donc je suis rentré au DEJ par hasard. Et c'est là que j'ai revu Jacques, j'ai retrouvé Jacques. Et je lui dis, je te connais. Il me dit, bien sûr que tu me connais, tu es le fils de Mouflon. Mouflon, c'était mon père. Oui, parce que vous aviez tous des noms un peu bizarres. Donc, et donc, quand je suis arrivé moi, dans les années 80, tout début en 82, et le DEJ n'existait plus à Marseille. Il y a eu je ne sais pas ce qui s'était passé à l'époque. Le DEJ avait disparu en fin des années 70, début des années 80, et Jacques avait relevé le défi de remonter le DEJ. Et on est arrivé à cette époque-là, et ça a été notre Bernard Tapie du DEJ, mais vraiment au sens vrai du terme, parce que il nous a complètement boosté. Comme ça, il était là, c'est lui qui nous montait contre tout le monde. Il voulait absolument qu'on recrée cette dynamique qui existait à Marseille, puisqu'à l'époque le DEJ Marseille c'était quelque chose d'incroyable. Et puis voilà, et puis donc on est arrivé à ce moment-là, et puis on a vécu la renaissance du DEJ à Marseille avec lui. Alors imaginez un peu ceux qui nous regardent, des colos, des centres de vacances, des dimanches, des réunions, des repas à n'en plus finir. C'est ce qu'on appelle un peu l'éducation informelle. Alors Raymond Fitoussi, je vous présente un petit peu tous dans le désordre, mais bon, c'est pas grave. Raymond Fitoussi, vous avez bien connu, tu as bien connu Jacques, toi aussi, depuis l'enfance, on va dire. J'ai connu Jacques selon plusieurs périodes. La première période, c'était les EI de Constantine, un très très grand mouvement, très actif, très présent dans la communauté. Il suffit de dire que celui qui le dirigeait et qui l'a initié à la base, c'était Boulette, Georges Fall, Zichrono Livracha. Et puis c'était aussi des figures légendaires, comme Jacques Bakouche, Zichrono Livracha. Et quand on parle de Jacques, il faut parler aussi de Sonia, que Dieu lui accorde une longue vie heureuse et sereine. Il faut parler aussi de Raksha, qui était une grande chef TNI, légendaire. Et dans la même troupe, il y avait Sonia, il y avait ma sœur, Lucette, il y avait Jacqueline, la sœur de Nicolas Ouizat. Et il y avait plein de gens qui vont se reconnaître quand on parle des EI de Constantine, un mouvement de jeunesse extraordinaire, très présent dans la communauté. Alors, évidemment, tu l'as connu au DEJ, parce que toi aussi, tu as fait ton alia, mais tu es revenu ensuite, Chaliard, au DEJ. Tu as passé quelques années et tu as fait beaucoup de colos avec lui et beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Ça, c'est une deuxième période. La première période, j'ai dit que Jacques était pour moi une légende. Plus tard, lorsque j'étais animateur, et puis comme nous tous autour de cette table, on a pris des responsabilités régionales et nationales, on était camarades de route. Et
Dès lors, on s'est rendu compte qu'on avait affaire à un personnage extraordinaire. Mais camarade de route, plus que ça, parce que... Je dis camarade de route parce que je suis de mai 68. Hein. Ouais, c'est ça, oui, parce qu'il paraît qu'il allait dans les facs. C'était pas seulement quelqu'un qui s'occupait de la communauté, c'était vraiment un homme dans la cité, quoi. Il était présent aussi pour les autres. Ça, c'est vraiment très important. Alors, Polo, toi, c'est Polo Sayada, voilà, pour les intimes, ceux qui te connaissent, ça fera plaisir de te voir à l'antenne. Je suis le seul Parisien. Le seul Parisien. Il y a des Marseillais et des voisins du Var. Voilà, c'est ce qu'on appelait le DEJ Provence-Côte d'Azur. Voilà, mais il y a les Parisiens aussi. Ouais. Moi aussi, je suis parisienne. Je suis rentré au DEJ à l'âge de 11 ans et j'en ai 65 aujourd'hui. Et le DEJ m'accompagne encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où je ne me réveille pas, je ne me couche pas le soir, ou en famille, dans mon travail, ou avec mes amis, je ne pense pas au DEJ. Et donc Jacques, je l'ai connu dans les années 80, effectivement, la période où il a relancé le DEJ Marseille. Je m'en souviens très très bien, c'était comme si c'était hier. Et on a fait beaucoup de projets ensemble, on a fait des camps ensemble, des stages de formation ensemble, on a fait grandir des générations. Certains sont mariés, certains ont des enfants, peut-être même certains des grands-parents, enfin plutôt des enfants. Enfin voilà, c'est une grande famille, c'est 40 ans de compagnonnage, vraiment. Alors, Julia, toi, tu es la plus jeune ici. Tu l'as connue dans les années 90. Je l'ai connue dans les années 90. À Marseille. À Marseille. Aussi. Je tiens à dire quand même que mes grands frères et sœurs étaient au ZI. Donc, j'avais toujours entendu parler de Belette. Quand j'ai commencé le DEJ, ils me disaient, mais c'est Belette, en fait. Et oui, je l'ai connue dans les années 90. Et pour moi, Jacques, il m'a accompagnée, en fait. Il m'a accompagnée. Pareil que Polo, j'ai commencé le DEJ, j'étais toute petite, j'avais 8-9 ans. Et le DEJ, je pense qu'il m'a accompagnée pareil pendant des années. Ça m'a appris la vie, ça m'a changé la vie. Et Jacques, il a fait partie des gens qui ont changé ma vie parce que on parle du formateur. Et moi, c'est vraiment ça que je retiens. C'est vraiment quelqu'un qui m'a fait passer de l'adolescente rebelle, parce que c'était ça, à l'animatrice responsable. Voilà. Ça a été mon formateur dans tous mes BAFA, dans tous mes stages. Et j'ai gardé mon cahier, le cahier de Jacques, avec tous ses conseils, pendant des années, en fait. Alors, c'est très émouvant ce que tu racontes, mais c'est vrai que quand on vous entend, vous êtes très sérieux, là. Et moi, le Jacques que j'ai connu, c'est vrai que c'était un super formateur, un éducateur, mais c'était aussi un grand déconneur, ah oui. Eric. Ah oui. Ça, je peux confirmer. Non, mais on peut pas... C'est-à-dire que Jacques, c'était un grand déconneur et cette déconnade-là, c'était un outil de travail pour lui. C'est-à-dire que moi, je me battais, après l'avoir bien connu, parce que Jacques, à la base, c'est un déstabilisateur. C'est-à-dire que c'était le gars, il arrivait comme ça, il nous apprenait des choses, il nous disait, voilà, quand vous êtes en animation, vous êtes en activité, si vous voyez un animateur qui est en train de faire une activité, surtout ne le dérangez pas, n'intervenez pas, laissez-le faire, c'est lui qui maîtrise, etc. Et, ok, très bien. Alors on prenait ça pour argent comptant, et puis on faisait nos activités, et puis d'un coup on le voyait débouler comme ça, il arrivait, et puis il sortait sa connerie, sa vanne, son machin, et puis on était là, on était perdus, on était paumés, quoi. On était vraiment, comme pour dire, vraiment on était déstabilisés. Et puis il repartait. Et puis quand il repartait, on essayait tant bien que mal de retomber sur nos pattes. Et puis le soir en réunion, évidemment, on lui disait, mais Jacques, qu'est-ce que tu as fait, machin, etc. Et puis il était là, puis il se mettait comme ça, puis il disait, bande de nuls, vous avez rien compris. Et c'était son truc, mais son but, c'était justement de nous mettre face à la difficulté pour nous armer. Et ça marchait, et ça fonctionnait. Donc c'est pour ça que je dis que ça déconnade. Bon, à part le fait que c'était un gars qui aimait rire, c'était sa vie, quoi. C'était vraiment On peut dire qu'il était concerné par tout. Il n'y avait rien qui le laissait indifférent. Ah oui, non, rien ne laissait indifférent. Il voyait tout et par tous. Il voyait tout et partout. Et ce que disait Julia, justement, c'est moi j'ai vécu l'inverse. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé, du haut de mes 20 ans, quand je suis arrivé au DEJ, j'étais un petit garçon, j'ai quand même 20 ans, mais j'étais gentil, comme ça, j'avais 18, 19 ans, et puis j'étais pas tellement... T'étais pas très dévergondé, on va dire. Et puis il est arrivé, et il m'a appelé le petit canotin, parce que j'avais la kippa sur la tête, donc ça c'était son terme, les canotins, ça voulait tout dire. Au début, tu arrives au DEJ, le mouvement juif, on parle d'un mouvement juif avec valeurs communes, etc. Donc moi, ma kippa, j'étais machin, et ça il faut faire. Et lui, il nous a appris que c'est pas parce que tu as une kippa sur la tête
que tu es le roi du monde, d'une part, et c'est pas parce que tu l'as pas que tu ne l'es pas non plus. Vous êtes, toi, tu es là, toi, tu as ta kippa, toi, tu n'as pas ta kippa, toi, tu es ce que tu es, tu viens d'un quartier populaire, toi, tu viens d'un quartier riche, vous êtes là au Daesh, vous êtes ensemble et vous devez vivre ensemble. Et non seulement vous devez vivre ensemble, mais vous devez accepter et vous aimer. Exact. Et à ce jour, on a encore, il a créé des amitiés impossibles, quoi. Il a créé des amitiés impossibles, des gens que, à la base, on n'était pas censé rencontrer, ni aimer, ni côtoyer. Ben voilà. On dit que Jacques a toujours donné une deuxième chance aux jeunes. Il y avait forcément, parce qu'il y avait des jeunes en échec scolaire, il y avait des jeunes avec des problèmes familiaux, qui se sentaient rejetés, qui n'avaient pas tellement leur place, qui ne trouvaient pas leur place. Alors, avec Jacques, il y avait une deuxième chance. Quand on parle de Jacques, il y a une deux périodes. La période de Constantinoise où il était aux scouts, enfin aux éclaireurs, comme les Juifs au Maroc, qui étaient aussi dans les premiers aux éclaireurs. Et en fait, lorsque le Daesh s'est installé en France, avec l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord, il a fallu restructurer, et tous ces cadres des mouvements de jeunesse qui ont été formés dans le scouting se sont engagés avec le fondateur du Daesh qui était Edgar Gage, pour créer vraiment un grand mouvement d'éducation populaire. Alors c'est quoi cette période d'éducation populaire? Parce que ce que parle Eric ou Julia, c'est une période dans les années 80. J'ai envie de dire, c'était presque un héritage de ce qui a été fait avant. Bien sûr. Mais le vrai travail avait commencé dans les années 60. On parle beaucoup de migrants aujourd'hui, mais il faut se placer dans le contexte de l'époque. Il y avait des migrants qui arrivaient du Maroc, de Tunisie et d'Algérie. Les parents avaient le souci de trouver du travail, de nourrir leurs enfants. Même problématique que les jeunes qui arrivent aujourd'hui, qui font la guerre d'Israël. Et au niveau éducatif, il y avait une carence, et les institutions communautaires à l'époque avaient compris qu'il y avait péril dans la demeure et qu'il fallait mettre les moyens pour sauver ces jeunes, sinon les jeunes étaient perdus. Donc il y avait tout un travail de mise en place d'une structure dans les différentes délégations, là où évidemment il y a eu les communautés les plus importantes, Paris, Lyon, Marseille, Nice. Donc tu veux dire que Jacques était habitué à sauver des jeunes. Et Jacques faisait partie de tous ces lieutenants qui ont travaillé avec le président Edgar Gage à l'époque pour aider ces jeunes à les recadrer, à les remettre dans le circuit de l'école pour pouvoir éventuellement réussir leur vie par la suite universitaire, professionnelle et familiale. C'est vrai que ça a été vraiment c'est l'école de la vie en fait. Et aujourd'hui, les gens qui ont eu la chance de connaître ces gens-là ou qui ont eu ces moments-là, c'est sûr que dans la vie, ils se sont servis pour construire leur propre vie. Alors, je me tourne vers vous qui êtes les plus anciens à cette table du mouvement de jeunesse, le DEJ, de voir un adulte comme ça, un peu subversif, qui rentrait dans tous les sujets, qui remuait un peu les jeunes et tout, qui avait une façon de parler très fleurie, comme on dit. Ça vous faisait quoi? Parce que nous, c'était impressionnant de voir un adulte comme ça. Vous, ça vous faisait quoi? Tout d'abord, Jacques était un personnage particulier. Il fallait se mettre dans la peau du personnage, le connaître pour comprendre que tout était des exercices d'éducation et que sa manière de parler et sa manière un peu marseillaise de parler un peu crue, ses coups de pied aux fesses qu'il donnait aux gamins, etc., c'était beaucoup d'amour. D'abord ça. Et quand j'ai connu Belette, on était relativement... il était un peu plus vieux que moi, c'est vrai, mais on était relativement du même âge. On allait à la plage ensemble, on était jeunes, c'était dans les années 70. Je l'ai quitté en 78 quand je suis monté en Israël. Et je l'ai récupéré en 88, à peu près, 10 ans après, pour faire des colos, je ne dis pas du DEJ, mais de l'UNIFAN. C'était pareil pour nous, de faire ça en Israël. Et c'était un personnage très particulier. Même avec les Israéliens, même s'ils ne parlaient pas l'hébreu, ils savaient se faire comprendre. Et ça, c'est une facette peut-être que les gens de France ne connaissent pas, mais Israël était fondamental dans la vie de Jacques. C'était très, très important pour lui. Moi, je peux vous dire que je recevais ces derniers temps, depuis la création de Qualita, des coups de fil de sa part en disant « Mais c'est génial de mettre à l'antenne comme ça Israël, de nous faire découvrir Israël de l'intérieur. C'est tellement extraordinaire. » Il était fou de joie. Et cet engagement-là que tu es en train de nous raconter, donc ça veut dire qu'il prenait de son temps personnel pour venir diriger des colonies en Israël. Ça, c'est clair. C'est clair. Il a fait des efforts. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un aujourd'hui aurait été capable de faire. Donc, il dirigeait carrément la colo, seul. Tout seul, comme un grand patron. Sûr, on avait formé des moniteurs qui étaient avec lui. Il arrivait 3 jours avant le camp.
avec les moniteurs, il faisait un petit sous-camp là, de 3 jours, formation. Et puis, c'était parti pour 3 semaines. Bien sûr, bénévolement. Bien sûr, bénévolement. C'était nous, l'image du DEJ, c'est ça. C'était le... Alors Raymond, c'est vrai que tu nous parles de son militantisme en Israël dans les années 90, mais on a l'impression que ça s'arrêtait là, mais pas du tout, n'est-ce pas Julien ? Non, pas du tout. Il a continué son engagement jusqu'à la fin de sa vie, en fait. Il nous aidait sur des centres aérés. Moi, j'ai fait beaucoup de centres aérés avec Jacques. Et j'ai une anecdote aussi là-dessus, où un jour on s'est retrouvé avec un centre aéré avec des enfants vraiment qui n'avaient pas les moyens, c'était un centre aéré d'enfants qui n'était pas de la communauté mais qui avait des difficultés. Et lui, comme il habitait à l'eau, il connaissait, il était aussi très apprécié au niveau politique dans sa parce que comme on l'a dit, un homme dans la cité, mais un vraiment, homme dans quoi. la cité. Et donc du coup, il avait réussi à avoir la piscine municipale d'Allo 2 fois par semaine. Pour nous. Il l'avait privatisé. Il s'était battu pour l'avoir. Il m'a dit, t'inquiète pas, je vais aller les voir, hein, ils vont tout nous donner. Et on avait tout eu. Et je me rappelle de son visage quand les enfants ils sont rentrés. Parce qu'en fait, les enfants, ils étaient hyper heureux. Ils avaient l'impression d'avoir une piscine pour eux. Et je garde ce souvenir où il m'a dit, tu as vu, enfin vraiment l'amour des enfants et le kiff et voilà, et les rires. Et jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin. C'était dans les années, ouais, beaucoup plus tard. Jusqu'à la fin, il faut le dire d'une manière un peu pudique, mais il faut le dire. Étant donné toutes les difficultés qu'il a eues sur le plan médical, bien sûr. C'était héroïque de sa part de continuer, d'être présent et d'agir. Exact. Il parlait, parce que Raymond parlait justement de tenir une colonie tout seul. La première colonie qu'on a faite avec Jacques, c'était une colonie, c'était en 83, je crois. Donc une colonie régionale, parce que justement, il voulait former cette équipe de Marseille. Et il voulait montrer au DEJ Nation que le DEJ Marseille existait et qu'il était capable de faire. Et donc là où la nation avait du mal à remplir des colonies, lui, il avait réussi à remplir une seule colonie avec des Marseillais d'un DEJ qui n'existait pas. Bref, donc il nous appelait d'un DEJ qui n'existait pas à la base. Ouais. Et donc on est arrivé, on a fait cette colonie de Marseillais. Et évidemment, on n'était que des animateurs débutants, plus ou moins on sortait du BAFA, on était là, etc. Et on était dans cette colonie-là, et puis on nous avait dit que dans une colonie, sur 3 semaines, on a droit à 1 jour de congé. Et donc, on se battait pour avoir ce jour de congé. Jacques, on sait qu'on aura ce jour de congé, donc en général, on partait à 2 pour un jour de congé, etc. Donc, on n'a pas arrêté de lui rabattre les oreilles sur ça. Et lui, il en avait marre, Un jour, au bout de 15 jours, je ne sais plus combien, il nous refusait à chaque fois. Il dit, écoutez, demain, vous partez tous. Comme ça, il parlait. Demain, vous partez tous, bande de nuls. Et moi, avec les adjoints, je vais prendre la colonie tout seul. Et c'est ce qu'il a fait. Et il nous a mis à la porte de la colonie pendant une journée. Et il a tenu sa colonie pendant une journée tout seul avec 2 adjoints. Et ben heureusement qu'il n'y avait pas l'inspection jeunesse et sport parce que ça aurait été... Pour tenir 8 enfants, on avait du mal. Et lui, pas de problème. Génial. Bon, alors Raymond Fitoussi. Oui, d'abord, je rebondis sur son amour d'Israël. Ceux qui le connaissent bien, comme je crois nous tous, il fallait le voir lorsqu'il arrivait en Israël. Il était métamorphosé. Il était heureux, il était dans son bain. Alors, concernant la personnalité de Jacques, j'ai été très ému lorsque j'ai entendu Eric, on a correspondu sur les groupes WhatsApp, quand Eric a dit « Pour moi, il est important que les gens connaissent mieux Jacques. » Parce que parfois, les gens se basent sur une vision un petit peu superficielle. C'est tellement important pour moi de mettre en évidence cet aspect. Avec votre permission, je vais lire. Mais bien sûr, Raymond. Je vais lire parce que j'ai pas eu confiance en mon émotion et en mon... Lorsque j'ai eu la chance d'être successivement membre actif, puis animateur et formateur au DEJ, au registre de la légende que j'ai évoquée, lorsque dans mon enfance, c'était une légende, on est venu finalement comme des amis qui travaillent côte à côte. Et en plus de son abnégation, sa compétence exceptionnelle, j'ai découvert une personnalité unique. La chaleur et la sensibilité humaine, parce que, et ça c'est très important, en plus de son intelligence réflexive, une véritable intelligence affective lui octroyait une grande compréhension des êtres humains. Cette sensibilité le rendait attentif à chacun, sans exception, et en particulier aux défavorisés par les injustices sociales ou les aléas de la vie.
Pour avoir eu le privilège de discussions rares mais très qualitatives et partager des séquences de vie significatives, je me dois de préciser qu'au-delà de certaines expressions familières qu'évoquait Eric tout à l'heure, se cachait une grande pudeur. Comme au-delà d'autres expressions apparemment anticléricales, se cachait un grand respect pour la Torah et pour ceux qu'il considérait comme des maîtres authentiques. C'est une autre facette de Jacques, et je pense que vous êtes d'accord. Mais bien sûr, il était multitask, multifacette. Il avait beaucoup d'amour pour tous ceux qui l'ont approché. Ça, c'est vrai qu'il aimait tout le monde. Il aimait tout le monde. Vraiment. Et il s'inquiétait du sort de tout le monde. On faisait souvent des centres de vacances ensemble. Très souvent, il y avait 300 jeunes, 250 jeunes. Il fallait diviser le camp en deux. Donc, il y avait les enfants et les ados. Et un jour, on était à Annecy. Et on s'arrête dans un café pendant que les jeunes étaient en train de se balader en course. Et donc j'étais avec mon épouse Florence, j'avais Sonia, Sarah, okay. bébé, et Sonia et Jacques. Et on est en train de prendre un pot, et tout à coup il lève la tête, et on voit accroché au mur un casque nazi. Un véritable casque de soldat nazi, quoi. Et il dit, putain, un casque nazi, c'est pas pour l'eau. Jackie, que tu vas pas faire le fou. Il m'a dit, Florence, qui essaie de le retenir, il monte sur la table, il prend le casque nazi, on le met dans un sac pour rentrer à l'écolo, quoi. Donc on pensait le jeter. Non, il voulait, à travers cette action, organiser une activité avec tous les jeunes. On avait fait une cérémonie, on avait brûlé le casque, il avait fait tout un cérémonial et expliqué à travers cette situation, l'histoire, voilà, de ce qui s'est passé pendant la guerre et pourquoi il faut toujours être vigilant et pourquoi. Enfin, c'était vraiment, tout était prétexte à éduquer, quoi. C'est ça, le formateur et l'éducation, c'était son fort, quoi. Alors, si on s'est réunis aujourd'hui, c'est pas simplement pour évoquer sa mémoire, mais c'est aussi pour vous inviter tous, si vous l'avez connu de près ou du loin, ou si vous avez envie de savoir quels sont les secrets de ces grandes âmes qui ont drainé derrière eux beaucoup de petites âmes qui sont venues s'installer en Israël. On vous invite tous mardi 23 novembre à 19h. À Kiryat Moria, 3 Rehov Ascan à Jérusalem à partir de 19h. Donc je vous l'ai dit, tout le monde est invité. Vous pouvez tous venir, voilà, parce que parfois on est un peu loin, mais on a envie d'honorer une personne qui a été importante pour nous. Donc c'est l'occasion. Je voudrais qu'on finisse avec toi, Raymond. 19h30. Oui. 19h30, c'est ? Alors 19h30, autant pour moi. N'oublions pas de dire aussi que c'est aussi son Askara des 30 jours. Donc, oui, c'est vraiment la date hébraïque. Il y aura d'ailleurs une cérémonie en France et parallèlement, nous, en Israël. Une cérémonie ici aussi. Voilà. Je crois que la famille a été très touchée que nous fassions quelque chose ici. Je pense que c'est naturel. Voilà. Et si vous permettez, on finira par une anecdote de Jackie, qui dans les camps de vacances, comme on l'a dit, était très actif, très précis, mais son intérêt était pour les enfants. Et il disait toujours, les enfants arrivent avec une valise vide au camp, parce qu'ils n'ont pas de... Et ils repartent avec une valise pleine. Et la valise pleine, c'était tout ce qui était autour qui la remplissait. Et ça faisait partie du cérémonial. Et ça, c'est Jackie. Jackie, il était le cœur sur la main. Et je vous disais tout à l'heure qu'il se déplaçait pendant un mois en Israël, bénévolement. Il lâchait tout, sa femme, ses enfants, qui devaient m'en vouloir de l'accaparer. Mais c'était effectivement, il était très heureux et il faisait des choses extraordinaires. Et évidemment, mardi soir, on en reparlera avec des gens qui ont été ses adjoints. Oui, ça va être une très belle soirée, je pense. Et j'invite tous ceux qui étaient avec nous dans ces colos, tous ces colons qui ont dû grandir depuis, bien sûr, qui viennent participer à cette soirée. Voilà, il y aura bien sûr... oui. Pardon, si je peux me permettre de rajouter juste une petite chose, on a discuté tout à l'heure hors antenne. C'est-à-dire qu'on parlait de Jacques et de ses enfants. Et bon, moi, j'ai eu le privilège d'être de la génération de ses enfants, donc j'étais vraiment comme son fils. J'étais le fils de Jacques et de Sonia. Tous ceux de notre génération, nous étions les enfants de Jacques et Sonia. On passait nos soirées, des réunions chez eux, des réunions ODES, des réunions Covid, tout ce qu'on peut faire, quoi. Et c'est vrai que Jacques... Il donnait son amour à tout le monde, à tous les enfants, à tous les animateurs. Et oui, il était notre porte-parole. Et je voudrais, à ce titre, remercier vraiment, sincèrement, du fond du cœur, Sonia, Daniel, Jean-Marc et Marjorie,
parce qu'ils ont partagé cet amour avec nous. Et C'est voilà. pas facile toujours C'est quand pas facile on parce est que- les enfants d'une personnalité Tout à fait, publique. Partager son papa, c'est pas Mhm. toujours facile. Et ben on vous remercie tous pour ça. Aussi, c'est important. Nous, on est la génération des enfants, donc on comprend. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. J'espère que vous serez nombreux vraiment. Je vous appelle tous. Si vous l'avez connu, venez. Ce sera un moment de communion, de partage, et il le mérite bien. Voilà, tout simplement. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.